Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. On se retrouve donc pour cette deuxième partie de notre entracte philosophique. Le but aujourd'hui est de discuter encore une fois l'évolution de la pensée, de la philosophie, notamment en passant par l'ère présocratique. Alors, ce qui nous avait arrêté l'autre fois, c'était donc ce sont les intempéries qu'on a eu, et donc la vidéo était relativement courte. Aujourd'hui, on va essayer de continuer cette navigation, ce voyage dans l'histoire de la philosophie, en revenant là où on s'était arrêté, donc en fait par rapport à Héroclite, qu'on avait analysé et qui disait justement que tout est cadré par une raison divine et que les choses sont dans un changement permanent. Et à titre d'exemple, il illustrait ça en disant que personne ne peut traverser la même rivière deux fois, vu que les courants d'eau sont en mouvement et donc on peut pas traverser la même rivière deux fois. Ensuite, on passe à Xénon qui est connu par ses paradoxes, et c'est sur ce point qu'on s'était arrêté en fait. Donc, je réexplique le paradoxe de Xénon. Xénon vous dit, écoutez, vous avez un coureur, par exemple, qui doit parcourir 100 mètres. Alors, pour parcourir ces 100 mètres, imaginez que le coureur est à mi-chemin. Et donc, ce coureur qui doit parcourir 100 mètres en a déjà parcouru 50. Donc, il a parcouru la moitié, 50 mètres. Ensuite, le coureur, il lui reste 50 mètres, mais pour parcourir ces 50 mètres, il doit parcourir la moitié du chemin, donc 25 mètres. Et pour parcourir ces 25 mètres, il doit, une fois qu'il sera dans les 25 mètres, il doit de nouveau parcourir la moitié des 25 mètres, c'est-à-dire 12 mètres et demi. Et donc, une fois qu'il sera à 50 plus 25, ça fait 75, plus 12 et demi, ça fait 85, donc 87 et demi. Une fois qu'il sera à ces 87 mètres et demi, il devra parcourir de nouveau la moitié. Ce qui fait encore 6 mètres, 25. Et donc, vu qu'à chaque fois, il devra parcourir la moitié, ensuite la moitié de la moitié, ensuite la moitié de la moitié, il vous dit, mais pour arriver à l'étape d'après, il faut parcourir la moitié de l'étape actuelle. Et donc, pour arriver à la moitié de l'étape actuelle, il faut parcourir encore la moitié. Et donc, en fait, comment ça se fait que notre coureur va arriver à destination, alors qu'avant d'arriver à sa destination, il doit parcourir la moitié du chemin? Donc, c'est un paradoxe intéressant, d'ailleurs, qui est bien détaillé, que vous pourrez trouver en ligne, qui est assez intéressant. C'est un challenge. Et il était connu pour ses paradoxes, justement, à travers lesquels il challengeait un petit peu la pensée et la réflexion. L'une des leçons qu'on peut tirer de Xénon, c'est justement le fait que rien ne peut provenir, quelque chose ne peut pas provenir de rien. En gros, il contestait l'idée selon laquelle le vide, le néant, pouvait produire quelque chose. Il est nécessaire pour qu'il y ait de la matière, pour qu'il y ait un nouvel état de la matière, pour qu'il y ait matière justement, il est nécessaire qu'il y ait une cause à cette matière. Et c'est ce qu'on appelle l'argument, si vous voulez, c'est ce qu'on appelle dans tout ce qui est discussion théologique, c'est ce qu'on appelle l'argument cosmologique. Que dit cet argument cosmologique? Ça, c'est pour les croyants, en fait. Dans l'argument cosmologique, on dit que si chaque chose qui vient à exister a une cause, première hypothèse, première prémisse, et que le monde est venu à exister, c'est-à-dire qu'il n'était pas éternel, alors le monde a une cause. لكل حادث محدث والعالم حادث إذن فله محدث. Toute chose qui vient à exister a une cause. Donc, on ne peut pas imaginer que le néant, le vide, produise de la matière, quelque chose. Parce qu'aujourd'hui, on discute dans la physique quantique, dans la mécanique quantique, un petit peu du fait qu'on observe des apparitions de champs magnétiques, etc., etc. Mais en réalité, ce qu'il y avait dans l'état précédent, ce n'est pas rien. C'est quelque chose. Mais ce n'était pas quelque chose de tangible, de palpable. C'était c'était une autre forme de matière, mais c'est quelque chose. Et donc, en fait, pour Xénon
Xénon, ça fait quand même 2700 ans. Rien, c'est-à-dire quelque chose ne peut pas provenir du vide, du néant. Le néant, le vide, rien ne peut pas produire de la matière. Ensuite, on a eu l'un des penseurs qui ont aussi marqué la pensée philosophique grecque avant Socrate, puisqu'on est dans l'ère présocratique, c'est Démocrite. Et Démocrite, il est connu par le fait qu'on a de lui, Démocrite a écrit plus que tous ceux qui l'ont précédé, en tout cas de ce qui nous est parvenu. Il a une sorte de théorie du tout, et il a introduit la notion d'atome, c'est-à-dire que si vous revenez à Leibniz, il y a 4 siècles, il a parlé de la notion de monade, mais bien avant, pour décrire l'état du monde, l'état de la nature, l'état des composantes de la matière, il parlait de la notion d'atome. L'atome, c'est quoi? C'est cette particule qui, en dessous de laquelle on ne peut pas avoir une sous-particule. Donc l'atome, c'est cette particule qui ne peut être coupée, une particule incoupable, on ne peut pas la couper, et qui est vide. Donc pour lui, l'atome était une particule vide qui ne peut être scindée en deux. Donc c'était le plus petit état de la matière observable. Et donc c'est la conception qu'il avait de l'atome. Ensuite, on a un penseur que tout le monde connaît, je pense, que tout le monde a eu à connaître et a été obligé de connaître, notamment au collège. On a parlé de Thalès, il nous reste qui? Il nous reste Pythagore. Alors Pythagore n'était pas en Grèce à proprement dire, il était plutôt en Italie du Sud. Il avait à peu près 300 disciples. Il avait 300 disciples et il pensait que tout dans le monde, strictement, clairement, il pensait vraiment que tout peut être expliqué par les nombres. Il voyait des nombres partout et donc il pensait également que les humains étaient réincarnés, donc il croyait en la réincarnation, c'est-à-dire le fait qu'après la mort, l'âme humaine, l'humain se réincarne dans une autre créature, et ça rappelle un petit peu l'hindouisme, le bouddhisme qui ont ce genre de conception également, et il était végétarien. Il était végétarien et cet homme-là a marqué la pensée philosophique, notamment par sa force dans tout ce qui est mathématiques, etc., etc. On a également à évoquer dans l'ère présocratique Parménide. Parménide, il a développé le raisonnement déductif. Il a essayé de faire une chose, c'est-à-dire qu'il a joué un rôle un petit peu sceptique. L'école sceptique, c'est une école qui apparaîtra bien plus tard, c'est une école qui questionne tout, qui pense qu'il n'y a pas de vérité en soi, que rien ne peut être prouvé, et donc que le monde extérieur existant ne peut pas être prouvé, qu'on peut remettre en cause absolument tout et n'importe quoi. Mais Parménide n'était pas sceptique dans ce sens-là, vu que ce serait un anachronisme d'utiliser le scepticisme alors qu'il n'est pas encore apparu. Donc, avec son raisonnement déductif, il a essayé de remettre en question, d'essayer de remettre en cause, de critiquer, d'analyser toutes les théories qui l'ont précédé. Il pensait que l'univers était permanent et éternel, c'est-à-dire que l'univers n'a pas de point de départ. Donc, pour lui, l'univers n'a pas de point de départ. Et pour lui également, comme pour Xénon, rien ne peut provenir du vide, du néant. Donc le vide et le néant ne peuvent rien produire. Il a précédé Descartes, il a précédé Al-Ghazali, Ghazali lui-même qui a précédé Descartes dans ce constat, quand il disait que les sens peuvent être trompeurs. Les sens peuvent être trompeurs. On peut reprendre l'image que donnait Descartes, en fait, c'est quand vous trempez un bâton dans un bassin d'eau, eh bien, le bâton vous apparaît comme étant coupé ou décalé en deux morceaux différents, alors qu'il n'est pas décalé en réalité.
En fait, pour lui, l'essence, que ce soit l'ouïe, l'œil, par exemple, quand vous regardez le soleil, vous avez l'impression que la taille du soleil, elle est de la taille d'une pièce. Et déjà, à l'époque de Averroès, Ibn Rushd, il s'est vertué il s'est levé un petit peu contre la conception populaire qui pensait que le soleil était de petite taille. Et il essayait de convaincre les gens que le Soleil avait à peu près 160 fois la taille de la Terre. 160 fois la taille de la Terre. Aujourd'hui, on sait que c'est des dizaines de milliers de fois la taille, ou centaines de milliers de fois la taille. Bref, je n'ai pas le chiffre exact. Mais d'une manière générale, Parménide a vraiment constaté cet élément, le fait que nos sens sont trompeurs. C'est-à-dire que si, par exemple, ma main est trempée dans un liquide très chaud. Ensuite, je la trempe dans un liquide tiède. J'aurai l'impression que ce liquide est froid. Par contre, si je trempe ma main dans un liquide très froid et ensuite que je la trempe dans un liquide tiède, qui est le même que celui de la première expérience, alors j'aurai l'impression que ce liquide est chaud. Donc en fait, le même liquide qui était tiède dans les deux expériences avec la même température. Dans la première expérience, on a eu l'impression qu'il était froid et dans la seconde expérience, on a eu l'impression qu'il était chaud. Donc, on est clairement trompé par nos sens. Donc, on ne peut pas faire une confiance objective absolue et illimitée à nos sens. De la même manière, on voit le Soleil comme étant petit, pourtant il est beaucoup plus grand que la Terre. Donc ça, c'est essentiellement ce qu'on peut retenir de Parménide. Bien sûr, on a énormément de choses à retenir de lui. Ensuite, on a Empédicle. Empédicle ou Empedocles en anglais, pensait que l'univers, en fait, ces penseurs de cette époque, l'époque pré-socratique et même post-socratique, ont fait beaucoup d'efforts pour essayer d'expliquer les phénomènes naturels, parce qu'à l'époque, les disciplines étaient mélangées, physique, c'est-à-dire observation de la nature, mathématiques, astronomie, médecine, biologie, les disciplines étaient interconnectées. Donc, quand on voulait être philosophe, penseur, il fallait passer par un certain cheminement et donc passer par les premières disciplines qui sont les disciplines liées à l'étude de la nature. Alors, Empédicle, il pensait que l'univers avait 4 fondations, c'est-à-dire les quatre forces, les 4 éléments, qui sont le vent, le feu, l'eau et la terre. Et il lançait ou il introduisait quelques notions de sélection naturelle. Donc, avec lui, on a eu cette nouveauté, c'est-à-dire il n'a pas attendu Darwin pour en discuter, mais avec lui, on a la notion de sélection naturelle qui apparaît, bien que n'étant pas aussi développée que chez Darwin, mais avec Empédicle, on a l'idée que les créatures s'adaptent et les créatures faibles ne font pas long feu, si on peut dire la chose comme ça. De la même manière, dans ces créatures, on a une influence des forces ou de forces immatérielles. Pour lui, par exemple, l'amour, la persévérance, par exemple, surtout chez les bêtes et encore plus chez les êtres humains, c'est quelque chose qui influence. Avant-hier, je regardais une découverte qui a été faite par des généticiens américains. L'objet de cette découverte, c'était de montrer en fait que les enfants et les petits-enfants des personnes qui ont subi un traumatisme de leur enfance, par exemple un viol en bas âge, eh bien, ce traumatisme non seulement influençait la vie psychologique de l'enfant traumatisé, mais en plus de cela, il s'inscrivait génétiquement dans certains gènes de ces enfants. Et donc, on a réussi à trouver des traces de gènes qui ont porté les traces de ce traumatisme chez les enfants et les petits-enfants de cette personne qui a subi justement ce traumatisme. Donc, en fait, aujourd'hui, on est en train de prouver avec de la recherche scientifique l'intuition que Empédicle avait eue, c'est-à-dire le fait que certaines forces immatérielles comme l'amour, la persévérance, mais encore des chocs psychologiques comme la passion, la peur,
peuvent avoir une influence sur les personnes. Bien sûr, peut-être pas autant qu'ils le pensaient. Et enfin, et non des moindres, Empédicle disait à tout le monde qu'il était un dieu. Donc, il se promenait dans les villes grecques avec cette conviction ou ce fonds de commerce, je ne sais pas. Mais il essayait de convaincre les gens que c'était un dieu. Alors, ensuite, dernier point qu'on va aborder dans cet épisode, c'est les sophistes. Alors, les sophistes ont effectivement été dans l'ère présocratique, mais aussi du temps de Socrate. C'est-à-dire que Socrate s'est évertué à remettre en cause le bien fondé des sophistes, notamment de leur pensée, de leur méthodologie. Ce qu'on a constaté durant l'ère grecque et que certains philosophes ont constaté, c'est que quand les choses vont bien dans un endroit, les gens y viennent en grande quantité. Donc en fait, vu qu'en Grèce, les conditions de vie étaient meilleures, les conditions d'apprentissage étaient meilleures, eh bien, il était normal d'observer un afflux de population vers la Grèce. Aujourd'hui, la même chose se passe avec l'Europe, avec les pays industrialisés, c'est-à-dire que les flux humains sont des flux qui s'orientent vers ces pays. Donc en fait, pour savoir ou pour juger de l'état d'un pays, que ce soit en termes de sécurité ou d'économie, etc., il suffit de voir est-ce qu'il est exportateur de flux humains ou importateur. Donc, relativement par rapport aux autres pays qui l'entourent. Par exemple, le Maroc est importateur de flux humains, de migrants, des pays d'Afrique noire. Donc, les gens migrent d'Afrique noire vers le Maroc. Pourquoi? Parce que les conditions de vie au Maroc, de sécurité, etc., sont meilleures. Les gens partent du Maroc vers l'Europe, vers les États-Unis, vers les pays du Golfe, tout simplement parce que dans ces pays-là, les conditions économiques de vie, les opportunités sont plus nombreuses que dans le Maroc. Donc, il suffit de voir l'évolution des flux humains vers ou depuis un pays pour savoir quelle est sa situation relativement, quel est son état relativement par rapport au pays qui l'entoure. Donc, la Grèce était importatrice de migrants entre le 5e et le 5e siècle avant Jésus-Christ et le 1er siècle après Jésus-Christ, d'une manière générale. Alors, ensuite, on avait les sophistes. Durant l'ère présocratique, les sophistes, en fait, c'était des gens c'était des profs. Les sophistes, c'était des profs. Et qu'est-ce qu'ils enseignaient? Ils vous enseignaient comment gagner un débat, tout simplement. Ils ne se préoccupaient pas de qui a raison, qui a tort, etc., etc. C'est pour ça qu'on a aujourd'hui les avocats, par exemple, c'est un métier qui apprend à être débatteur, vu qu'en général, l'avocat, son but, c'est de démontrer le bien fondé des arguments de son client. Bien sûr, il n'entre pas dans d'autres détails, c'est-à-dire si son client s'il est sûr que son client est coupable, bien sûr que déontologiquement, ça ne se fait pas de le défendre, il peut peut-être le défendre sur d'autres aspects. Donc les sophistes, ils avaient des écoles un petit peu mobiles, c'est-à-dire qu'ils enseignaient aux gens comment gagner un débat. Ils se faisaient payer. Et ils vous enseignaient ce que vous voulez, mais pourvu que vous payiez le prix correct. Les gens les appelaient pour gagner des cas au tribunal, donc pour gagner des procès. Les gens les appelaient pour les défendre. Pour gagner une discussion, par exemple, pour gagner un débat. Et parmi les sophistes, on a notamment Gorgias qui était l'un des sophistes les plus connus. Et les sophistes, en fait, qu'est-ce qui faisait qu'ils arrivaient à être dans cette posture de je peux démontrer la chose et son contraire, je peux défendre la chose et son contraire, c'est que leur école philosophique, à la base, pour un certain nombre d'entre eux, était sceptique. Donc, quand on est sceptique, on n'a plus de vérité en soi. C'est-à-dire que tout peut être vrai, tout peut être faux.
Donc, ils étaient sceptiques et ils demandaient, pour pouvoir accepter une vérité, ils demandaient des preuves qui vont au-delà de la raison. C'est-à-dire que pour eux, c'est l'expérience humaine qui compte. Donc, c'était un petit peu des empiristes avant l'école anglaise, des empiristes, c'est-à-dire l'école expérimentale, parce qu'en Europe, on avait deux écoles philosophiques qui s'affrontaient. On avait l'école continentale des rationalistes, donc Descartes, Leibniz, entre autres, et on avait l'école des empiristes, c'est-à-dire John Locke, David Hume. On avait également, je pense, Berkeley qui faisait partie de cette école des empiristes, qui disait que la première référence pour la vérité, ce sont les faits, c'est l'expérience humaine. Et donc, on va revenir à cette dichotomie, en fait, entre l'école expérimentale et l'école rationaliste, plus tard dans nos discussions. Et donc, parmi les sophistes et les sceptiques, on avait Protagoras, qui pensait que l'individu, donc pour Protagoras, c'était l'individu lui-même qui était la référence de ce qui était vrai ou faux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas savoir si quelque chose est vrai ou faux, mais on peut savoir, selon le point de vue de l'individu, si c'est vrai ou faux. Donc, c'est moi, en tant qu'individu, qui vais définir ce qui est vrai pour moi et ce qui est faux pour moi. Donc, on est dans une sorte de relativisme total. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que dans le monde, il y a des choses qui sont vraies ou fausses, on considère que c'est notre point de vue du monde qui détermine le vrai du faux. On est un petit peu dans une phase pré-kantienne, vu que Kant définissait la distinction entre le monde extérieur et notre perception du monde. Et donc, en fait, pour Kant, il n'y avait que notre perception du monde qu'on pouvait discuter, interpréter. Le monde extérieur, l'Alam al-Khariji, le monde objectif tel qu'il est, on ne peut pas y avoir accès, vu que de toute façon, on n'y a accès qu'à travers le sens. Et donc, ces sophistes, Gorgias, Protagoras et autres, vu qu'ils étaient sceptiques, c'est-à-dire qu'ils ne pensaient pas qu'il y avait une vérité ultime, et qu'ils étaient bons dans, c'est pour ça qu'on l'appelle d'ailleurs la sophistique, sophistaïa ou la safsata, en arabe on a pris ce terme, c'est devenu safsata. Donc en fait, la sophistique, ça consiste à remettre en cause les prémices des arguments, le bien fondé des arguments, les hypothèses des arguments et les conclusions des arguments pour ensuite arriver à nulle part, c'est-à-dire arriver à remettre en cause la pertinence de l'argument. Et donc, on est dans un relativisme assez absolu. Et ces sophistes, en fait, sont dans un scepticisme frontal. Par exemple, aujourd'hui, la science, ce qui est intéressant, c'est de se poser la question, ces sophistes, quand ils considèrent que c'est l'expérience humaine qui donne l'accès à la vérité, on peut pourtant leur rétorquer que l'expérience humaine s'appuie sur des règles fondamentales rationnelles, donc sur un certain rationalisme. Par exemple, l'une des règles fondamentales de la rationalité, c'est de dire que une chose ne peut pas avoir une caractéristique et son contraire. Par exemple, une bande, un morceau de tissu, ne peut pas être en même temps blanc et en même temps noir sur la même superficie. C'est-à-dire, par exemple, un animal ne peut pas être en même temps mort et en même temps vivant. Si on enlève cette règle de rationalité, si on enlève ces présupposés rationnels, on ne peut pas faire de science, on ne peut pas faire d'études, parce qu'une expérience peut donner la chose et son contraire et être tout à fait concluante. C'est-à-dire, on peut tirer des conclusions et l'inverse des conclusions de toutes nos études. Et donc, on peut dire que cet animal, on a trouvé qu'il était mort et qu'il est en même temps vivant. On a trouvé que ce phénomène conduisait à la croissance et à la récession en même temps. Donc, les sophistes, leur glorification de l'expérience humaine, elle est à modérer, elle est à limiter, elle est à cadrer,
vu que cette expérience humaine elle-même est soumise à des règles de rationalité fondamentales. Par exemple, la règle de non-contradiction. Une chose ne peut pas avoir la caractéristique et son contraire en même temps. Voilà, donc là, on a fait un tour très très rapide des philosophes de l'ère présocratique et la prochaine fois, on va, Inch'Allah, discuter de Socrate et Platon, sont l'un de ses principaux disciples. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie et donc à la prochaine fois, Inch'Allah.